Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Dire ce qui ne va pas sans casser le lien. Recevoir une critique sans se sentir attaqué. Alors, entre jugement qui enferme et paroles qui relient, existe-t-il un chemin plus doux et plus vrai ? Alors, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Vous allez découvrir comment transformer la critique en message qui fait grandir la relation. Un pas de côté, quelques clés concrètes, c'est ça qui vous attend. Et peut-être une nouvelle façon de se parler, au travail, comme en famille ou en couple. D'ailleurs, si vous voulez éviter toute forme de critique dans votre couple, je vous suggère d'utiliser notre jeu 2 minutes de bonheur en couple. Vous allez y piocher des cartes qui vont permettre justement de faire tomber la critique et d'échanger en bienveillance dans ce nouveau chemin que je vous propose au cours de cet épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'autre jour, en réunion, j'ai donné mon avis sur une présentation faite par un collègue. J'ai simplement pointé les éléments qui me semblaient encore flous, ceux qui, à mon sens, pouvaient être améliorés pour que ce soit plus clair pour toute l'équipe. Sa réaction a été immédiate, presque piquante. Il m'a demandé comment j'aurais fait moi, puisque j'étais, je cite, si maligne. Oups! Le soir même, je raconte l'épisode à des amis autour d'un verre. Et la conversation dévie doucement vers mon côté râleuse. Chacun y va de sa petite blague, un peu narquoise, et je sens comme une attente que je reconnaisse mon défaut. Sauf que moi, ça me fait de la peine. Beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Je me sens soudain à distance, presque étrangère à la soirée. Et je saute sur la première occasion pour partir. Et j'entends cette petite phrase lancée derrière moi. « Tu boudes ? Oh, t'es susceptible !» Et là, ça me chicote. Est-ce que ces deux situations sont vraiment comparables ? D'un côté, j'avais le sentiment de faire un retour utile, parce que je crois profondément que nous pouvons toujours faire mieux et que ça sert le collectif. Mais alors, comment dire les choses sans déclencher de conflit, sans blesser, sans être soi-même blessé ou incomprise ? Bref, comment critiquer sans abîmer la relation ? Commençons par clarifier un peu le sujet. La différence entre la critique et le jugement est mince, et nous ne sommes pas tous égaux devant la nécessité de naviguer dans cette ambiguïté. Le jugement vise plus souvent la personne, il se conjugue au tu. Tu es paresseux, tu fais toujours comme si, ou tu ne fais pas comme cela, ou comme ceci. Le jugement, c'est une étiquette qui enferme la personne un peu comme une boîte dans laquelle nous sommes forcés de rentrer et dont nous avons le sentiment de ne plus pouvoir sortir. Le jugement a tendance à être définitif, il ne laisse pas d'espace à l'amélioration ou à l'échange, ni au changement. C'est ainsi un point, c'est tout. Alors quand je me sens jugée, je me sens attaquée pour ce que je suis et je n'ai pas d'autre porte de sortie que la fuite ou la contre-attaque. Le jugement déclenche à coup sûr des conflits ou des blessures. Il meurtrit la relation et ferme toute possibilité de construction. Même si c'est souvent le cas, le jugement peut être motivé par plusieurs choses. 1. La peur d'être soi-même rejeté ou jugé. Dans ce cas, nous pouvons déclencher un mécanisme de défense en nous pensant et nous exposant comme supérieurs à celui que nous jugeons. C'est une manière indirecte de nous rassurer. Nous projetons nos défauts ou nos failles potentielles sur les autres pour éviter de voir les nôtres parce qu'ils nous semblent tous ces défauts, toutes ces difficultés trop inacceptables. T'as vu comment les enfants de ta sœur sont mal élevés ? Je te promets, avec les nôtres, ça sera différent. Ah, alors les parents qui jugent les autres parents, pour moi, ont souvent un petit inconfort non identifié par rapport à leur propre parentalité et il est intéressant d'aller décortiquer tout ça. Je vous invite pour ça à réécouter notre Bulle de Bonheur 264 sur les mécanismes de défense et notre série sur les blessures de l'âme qui démarre avec le rejet en 199.
Le complexe d'infériorité dont je vous ai parlé dans notre épisode 264 et le perfectionnisme peuvent aussi nous pousser à juger les autres. Le jugement peut aussi sembler un passage obligé pour appartenir à un groupe. Et oui, dans certaines relations, critiquer les autres collectivement peut créer ce sentiment d'appartenance qui nous est si cher. Attitude très pratiquée chez les ados qui se regroupent pour décortiquer par exemple les goûts vestimentaires de leur père. Je vous renvoie vers notre épisode 79 sur le lien social et le 221 sur la théorie de l'autodétermination. Gardons en tête que les comportements de jugement peuvent souvent être plus le reflet d'un manque d'estime de soi que d'une réelle méchanceté. À l'inverse, la critique, elle vise plutôt les actes ou les comportements. La critique aborde ce que tu as fait, le comportement à un instant T. La critique va aborder l'action, le résultat, et non la personne, contrairement au jugement. Elle ne parle pas de la valeur de la personne. Étymologiquement, la critique se rapproche du discernement, de la capacité de juger au sens d'observer, d'analyser et d'entrevoir comment améliorer. Elle fait un retour sur quelque chose de dérangeant qui s'est produit pour envisager comment éviter que ça se reproduise. Par exemple, lorsque je prends l'exemple de quelqu'un que j'ai accompagné, qui me racontait que sa boss lui a demandé de retravailler les messages clés de son PowerPoint. Alors, contrairement à ce qu'elle pensait au départ, sa boss ne sous-entendait pas qu'elle était nulle. Elle identifiait simplement des points sur lesquels elle pouvait faire mieux et pour pouvoir atteindre l'objectif. La critique se concentre sur l'amélioration. Elle ouvre des possibles, elle soulève des opportunités, alors que, comme vous l'avez compris, le jugement enferme. Cependant, gardons en tête que, dans tous les cas, formuler une critique, c'est s'exposer et prendre un risque. Nous en connaissons tous et parfois nous sommes même cette personne qui se met en colère, qui se braque ou qui se lance des justifications excessives pour expliquer ses comportements. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une discussion assez inconfortable avec une de mes collaboratrices, dont le comportement agité et excessif nuisait énormément à l'ambiance de l'équipe. Plusieurs d'entre eux étaient venus se plaindre à moi et avaient exprimé le besoin de ne plus travailler avec elle. Alors j'ai voulu la prévenir, lui ouvrir les yeux, lui apporter un miroir et même en y mettant les formes, en présentant cette discussion comme une opportunité pour elle de s'améliorer, elle s'est bloquée. Elle s'est sentie incomprise et que, en fait, nous étions tous des bandes d'ingrats. Alors, ces comportements s'expliquent en partie par sa fatigue, avec ses enfants en bas âge qui la font peu dormir la nuit, et son excès d'engagement dans tous nos projets. Bref, j'ai eu beau expliquer, je ne me suis pas sentie entendue. Le refus de la critique peut trouver sa force et sa source dans l'ego, dans le manque d'estime de soi. J'en parlais tout à l'heure dans l'épisode 6. La peur de l'échec aussi, sur l'hypersensibilité peut avoir un rôle à jouer. J'en parle dans l'épisode 173. Et parfois aussi simplement une culture, une éducation, des blessures d'attachement ou un contexte professionnel ou personnel qui pousse à la performance ou au perfectionnisme. Voilà quelques profils types qui peuvent se présenter. D'abord le susceptible, qui recevra la critique comme une attaque personnelle et dont les émotions associées comme la tristesse, la colère ou la frustration peuvent totalement bloquer un dialogue constructif. Deuxième personne, genre le défensif, qui va chercher avant tout à contre-attaquer par la justification. Il est souvent difficile d'entrer en dialogue avec ces profils car ils n'écoutent pas vraiment, ils sont trop occupés à préparer leurs réponses. Vous avez aussi l'autoritaire, qui va recevoir la critique comme une remise en question de sa légitimité ou de sa position sociale. Il renverse la table par l'attaque. Ce n'est pas moi qui ai tort, c'est toi qui n'as pas compris.
Dans les relations filiales, ce travers peut s'exprimer malgré nous car la frontière est mince entre la critique formulée par un enfant à l'encontre de son parent et ce que nous qualifions d'insolence. Combien de fois ai-je voulu dire des choses à mon père et combien, aujourd'hui, j'ai du mal à accepter avec humilité les critiques de certains de mes enfants. Ensuite, le perfectionniste va vivre la moindre suggestion d'amélioration comme un échec personnel. Il place ses attentes envers lui-même tellement haut qu'il a du mal à accepter que son niveau de performance soit remis en question. Vous pouvez alors suggérer au perfectionniste de faire preuve un peu d'autocompassion. Et je vous en parle dans l'épisode 286. Allez, je change de regard. Comment profiter des bienfaits d'une bonne critique? Feedback is a gift, comme nous le disons en anglais. Et comme ça peut être vrai lorsque c'est bien amené et bien compris. Pour moi qui ai longtemps vécu en Amérique du Nord, c'est une réalité et j'aimerais bien développer un peu plus les bienfaits de la critique pour vous inviter à changer de regard. Pour l'illustrer, j'ai envie de vous parler de l'écharpe relationnelle de Jacques Salomé. Vous savez, chaque personne tient un bout d'écharpe. Et la relation, c'est ce qui existe dans l'espace entre les deux. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi. La relation, c'est ce qui circule entre les deux personnes. Jacques Salomé explique que la critique devient problématique quand elle est jetée au visage de l'autre. Paf, c'est de ta faute, au lieu d'être déposée dans la relation sur cette fameuse écharpe. Quand vous critiquez quelqu'un comme personne, vous abîmez l'écharpe, vous tirez dessus, vous créez de la défense ou du repli. Quand vous parlez de ce que vous ressentez, de ce qui vous gêne dans la relation, vous prenez soin de l'écharpe, vous ouvrez un espace de dialogue. Autrement dit, la différence est énorme entre « tu es toujours égoïste » et « quand tu fais cela, je me sens mis de côté ». Dans le premier cas, l'autre est attaqué, ça tire l'écharpe. Dans le second cas, la relation est invitée à évoluer. Et une relation vivante, elle a besoin de vérité, d'une vérité relationnelle, et pourtant qui n'est pas accusatrice. La critique peut alors donc devenir nourrissante si elle est transformée en message sur soi, adressé à l'autre avec responsabilité. Alors c'est quoi transformer l'accusation en message responsable, vous me direz? Alors au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez dire « quand je parle et que je sens que tu es ailleurs, je me sens seul et vraiment pas important ». La deuxième phrase ne nie pas le problème, elle ne l'adoucit pas artificiellement, elle la rend partageable, entendable, parce qu'elle parle d'un vécu plutôt que d'un jugement. Et c'est là que la critique devient nourrissante. Elle apporte une information utile à la relation au lieu de blesser la personne. L'important aussi, c'est que dans cette écharpe, c'est assumer sa part de responsabilité. Quand on parle en jeu, ça ne consiste pas seulement à changer de grammaire, ça demande d'accepter que l'émotion ressentie appartient d'abord à celui qui la vit. Le besoin exprimé révèle quelque chose d'intime de soi. La demande adressée à l'autre ouvre alors une possibilité de rencontre. L'idée n'est plus de chercher un fautif, l'idée est de chercher ce qui pourrait améliorer le lien, améliorer la relation. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans la relation? Eh oui, quand la critique devient un message responsable, l'autre se sent moins attaqué, donc plus disponible pour entendre. La conversation quitte le terrain du reproche pour aller vers celui du besoin. La relation peut évoluer au lieu de s'abîmer. La critique cesse d'être une arme, elle devient une boussole qui indique qu'un besoin n'a pas été entendu, assouvi, nourri. Et en fait, derrière cette manière de parler, il y a presque un changement de posture. C'est passer de « j'ai raison contre toi », vous vous rappelez, le fait, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, notamment autour des couples, que l'idée n'est pas de chercher à avoir raison, c'est d'ouvrir un dialogue. Donc au lieu de dire « j'ai raison contre toi », c'est plutôt « j'ai quelque chose de vrai à te partager pour que nous allions mieux ». La parole ne cherche plus à gagner, elle cherche à relier. Et c'est souvent à cet endroit que naissent les dialogues les plus beaux
les plus touchants, les plus constructifs, les plus aimants, parce que chacun se sent compris plutôt que jugé. Je finis avec un exemple très concret. Si vous vous entendez mal avec votre boss, parce qu'elle représente beaucoup de choses qui vous agacent et que vos valeurs ne semblent pas très alignées avec elle, certaines de ses attitudes, son langage, sa façon de se comporter avec vous, vous exaspèrent carrément, comme par exemple le fait d'envoyer systématiquement des courriels ou des emails le week-end, même accompagnés d'un «je n'attends pas de réponse rapide», ou de donner l'impression de vouloir vous faire entrer dans un rôle, dans un costume qui n'est pas le vôtre. Alors ça peut vous prendre un peu de préparation. Cependant, vous pouvez aller lui parler, bien sûr en mettant les formes, dans le calme et sur le coup, même si elle va avoir peut-être du mal à comprendre et qu'elle va vous en refiler un petit bout et vous dire du genre «je suis désolé que tu l'aies mal pris», vous pouvez voir certainement le chemin que cette femme aura parcouru et elle fera certainement des ajustements. Et vous vous sentirez plus respecté et vous verrez que vous vous comprendrez mieux et vous pourrez lui être reconnaissante et vous allez davantage vous apprécier. Alors, je reviens sur quelques conseils concrets pour formuler des critiques qui font grandir les relations, avec 4 petites étapes. La première, revenez aux faits quand vous avez besoin de parler. Décrivez une situation ou des comportements qui, lorsqu'ils se sont manifestés, ont eu des conséquences sur vous. Idéalement, décrivez les faits sans utiliser un tu accusateur ou les toujours, les jamais qui ont rarement un impact positif sur la relation. Tous ces mots-là viennent pousser à la justification, mais pas à l'échange. Deuxièmement, décrivez comment vous êtes senti, quelles ont été les conséquences pour vous. C'est un peu le pourquoi de votre intervention auprès de la personne à qui vous voulez parler. Là, c'est important de parler en jeu, d'être vrai et authentique dans ce que vous allez partager. C'est souvent ce qui va renforcer la relation. Je vous en ai parlé dans l'épisode 78, Je suis vrai. Troisième étape, formulez une proposition de changement. Donnez des options concrètes à votre interlocuteur pour que les attitudes ou les comportements ne se reproduisent pas. Vous pouvez même proposer votre aide. Je vous renvoie dans notre épisode 256 sur l'assertivité, ça devrait vous aider. Et quatrièmement, félicitez-vous. Alors pareil, pour illustrer tout ça, je vous donne un exemple. Un jour, mon mari a cherché à me joindre pour savoir s'il restait des bières à la maison. Il était au magasin et nous recevions des amis le soir. J'étais occupée ailleurs et je n'ai pas toujours mon portable sur moi. Et donc, je n'ai pas répondu. Il est rentré furieux. Il s'est mis dans une colère noire en me traitant d'irresponsable, soulignant mon manque de fiabilité. Bref, la soirée était tendue. Heureusement, les copains et les fameuses bières qu'ils ont eux-mêmes apportées ont calmé un peu le jeu. Plus tard, nous avons pu en reparler et je lui ai expliqué que j'étais occupée au moment de son appel, que je n'aime pas devoir tout le temps être à côté de mon téléphone et que par ailleurs, le risque qu'il y ait une vraie urgence nécessitant ma vigilance sur les appels était faible puisque j'étais justement avec notre source principale d'urgence et d'imprévu qui sont nos enfants. Je lui ai confié que ça me stressait de devoir être joignable tout le temps, de me plier à cette volonté et que je me sentais même humiliée qu'il ne respecte pas la façon dont j'essayais de me détacher de l'hyperconnectivité. Je lui ai demandé de me signaler lorsqu'il a vraiment besoin que je reste proche de mon téléphone et qu'il anticipe et s'organise plutôt que de tabler sur le fait que je serai, quoi qu'il arrive, disponible pour l'aider à s'organiser. Croyez-le ou non, il a compris et il a fait vraiment des efforts depuis. 2 petites astuces supplémentaires. Choisissez votre moment pour parler. C'est toujours plus simple de formuler des critiques ou de démarrer une discussion un peu difficile dans un climat apaisé plutôt qu'au cœur d'un pic de stress ou de tension. Vous pouvez alors proposer d'aller prendre un café pour pouvoir vous expliquer et discuter ou avoir un lieu habituel où vous pouvez en parler. Et pensez au renforcement positif. Vous pouvez faire allusion aux aspects positifs de votre relation aussi. Vous vous rappelez le ratio de l'Osada, notamment dans le couple, 5 interactions positives pour 1 négative. Et que le fait que vous puissiez émettre une critique va faire baisser
un peu le curseur, mais vous avez un petit matelas quand vous avez l'habitude de faire ce renforcement positif. Et du coup, dire, par exemple en équipe, tu es un vrai bout en train au sein de notre équipe, cependant j'aimerais que tu sois à l'heure en réunion, ça fait un peu baisser la tension. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la critique 1 est souvent mal comprise et confondue avec le jugement. 2. La critique ne remet pas en question la valeur d'une personne. Et 3. La critique ouvre sur une possibilité de réparation et de croissance quand elle est bien gérée. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'identifier une opportunité de formuler une critique constructive à quelqu'un de votre entourage, de choisir le bon moment pour lui en parler. Et vous m'en direz des nouvelles. La petite pause de la semaine, elle est servie par le grand écrivain allemand Thomas Mann, qui nous rappelle que la critique est à l'origine du progrès et des lumières de la civilisation. Alors, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis qui ont la critique facile et jugeante pour leur envoyer des bulles de bonheur et leur proposer de nouvelles façons de penser. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est proposée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.